On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de ce quartier sécurisé pour les personnes atteintes d'Alzheimer. C'est une idée qui vient des Pays-Bas et on l'installe ici, en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On en parle avec Édouard Bonaldo. Ça fait déjà quelques années qu'on parle de ce projet-là qui est vraiment unique, innovateur. On l'a appelé rapidement le quartier Alzheimer, donc un quartier sécurisé pour des personnes évidemment atteintes de cette maladie, un peu précurseur. Et c'est ici, un peu à Saint-Jean-sur-Richelieu, que ce projet-là va voir le jour. Au départ, certains pensaient qu'on irait dans le bout de Saint-Luc pour finalement davantage regarder le fameux terrain vacant à l'arrière d'Hydro-Québec sur la rue Godette dans le quartier Saint-Gérard. Et l'un de ces responsables qui milite pour ce projet-là depuis plusieurs années, c'est Édouard Bonaldo qu'on rejoint à l'instant. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Expliquez-nous tout d'abord, M. Bonaldo, qu'est-ce qui fait que vous êtes associé à ce projet-là depuis quelques années déjà? C'est très simple, c'est que quelqu'un m'a téléphoné à un moment donné pour me dire qu'il y avait un projet dans ses cartons et m'expliquer que c'était quelque chose d'innovant et qu'il cherchait des bras pour essayer de développer le projet, dans le sens que quand on a une idée, à un moment donné, il faut essayer de la transformer, de partir du Kleenex et aller sur des vrais plans et de vie. Donc, cet espace-là, moi, je suis un peu confortable avec le modus operandi. Puis, j'ai accepté pour deux raisons. C'est que la finalité du projet me plaisait. Ouais. Et étant, moi, dédié pour le développement du Haut-Richelieu, je me suis dit, on va certainement trouver une place pour l'installer dans le Haut-Richelieu et, dans la mesure du possible, dans la ville de Saint-Jean, parce que ça prend quand même beaucoup de services pour 300 résidents. Donc, il faut être quand même près des services. Alors, c'est ce qui m'a motivé de m'impliquer avec une belle équipe. Et donc, je suis encore heureux dans ce rôle d'aide à la Fondation pour commencer. On a commencé avec la Fondation, comme vous savez, là, québécoise des maladies d'Alzheimer, et on a fondé maintenant une coopérative. Donc, on travaille un peu pour les deux et on travaille beaucoup ensemble, donc les deux entités. Bon, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est qu'un quartier Alzheimer, parce qu'on a déjà reçu ici à l'émission, mais il y a quand même assez longtemps, presque 1 an, 2 ans, c'était avant la pandémie. On avait reçu, entre autres, la docteure Marie-Chantal Ménard qui nous avait expliqué un peu ce que c'était et d'où venait l'idée. Entre autres, je pense que ça venait du Danemark ou des Pays-Bas, je me rappelle. Mais en tout cas, bref, expliquez-nous un peu dans vos mots à vous, c'est quoi un quartier Alzheimer? Un quartier Alzheimer, c'est comme si c'était une maison pour les personnes âgées ou les personnes âgées en perte d'autonomie, mais ouvert sur l'extérieur, ouvert sur les parcs, ouvert dans la vie de tous les jours, là, ouvert c'est-à-dire à la rencontre d'autres personnes, à la rencontre d'enfants, à la rencontre d'oiseaux, à la rencontre de toutes sortes de choses, mais c'est comme une maison des aînés, mais réellement ouverte sur une grande cour. Une grande cour, dans notre cas, c'est estimé à 10 hectares, donc c'est grand. Donc tu peux marcher, tu peux faire des choses. Et l'autre idée qui est derrière ça, c'est qu'en plus d'être ouvert, c'est qu'il faut trouver des raisons pour occuper les patients, occuper les résidents. Et c'est une des clés, c'est un des objectifs principaux du Dr Ménard, qui est celui de faire travailler ou de faire bouger les résidents pour que, d'une part, ils soient heureux et d'autre part, pour qu'ils se reposent la nuit au lieu de circuler. Et dites-moi, de mémoire, c'est ça, le docteur Ménard avait vu ou entendu parler de ce projet-là, je le disais tantôt, soit le Danemark ou les Pays-Bas, mais bref, cette idée-là émerge d'un peu de cette région-là. Oui, elle émerge des Pays-Bas, Hogway, qui est à la place, et Dr Ménard et d'autres personnes ont été le voir de quelle façon ça se passait là-bas.
Ils sont revenus avec très enchantés, avec beaucoup d'idées. Et notre, comment je dirais, notre devoir, c'était un peu sur le groupe du bureau de projet, c'était d'essayer de transposer cette façon de faire aux Pays-Bas dans la culture nord-américaine. Parce que c'est sûr qu'on est habitué à notre culture à nous, donc on a essayé dans le plan d'affaires révisé qu'on achève, là, de traduire cette idée de Hogway dans la culture nord-américaine pour que les gens se sentent comme chez eux, comme dans la vie qu'ils ont vécue à venir jusqu'au début de la maladie. Là, tu sais. Ouais. Comment on arrive à financer un tel projet? On y arrive, je dirais, avec de la patience, avec du temps et avec aussi les bons mots et les bonnes, comment je dirais, les bons plans d'affaires qui sont crédibles. Notre principal problème, c'est de faire en sorte qu'on se qualifie au programme du ministère, du gouvernement, parce que quand tu arrives avec des projets nouveaux, souvent tu ne rentres pas dans les normes, tu ne rentres pas dans les critères normés du ministère. Donc, on travaille actuellement sur cette facette-là pour essayer de rapprocher notre projet autant que possible des paramètres normés pour convaincre le ministère qu'on devrait obtenir leur feu vert pour débuter le projet. Donc, c'est pas une bataille, là, c'est simplement une façon de trouver des solutions qui soient les bonnes et qui nous permettent quand même d'avoir un projet qui a ses particularités, que les finalités que l'on souhaite soient obtenues. Bon, les bailleurs de fonds, c'est quoi à ce moment-là? C'est des subventions gouvernementales, il y a du privé, villes, institutions financières. Bref, qui sont les contributeurs financiers au projet? Le contributeur principal, ça va être le gouvernement du Québec qui va très probablement nous soutenir comme une maison pour personnes âgées conventionnée. Ouais. Donc, on va être grosso modo sur la même base, avec peut-être quelques modifications, mais la grande ligne de pensée là, du ministère, c'est d'essayer de nous faire entrer dans la structure existante, c'est-à-dire dans les conventions existantes. Bon, pourquoi est-ce qu'on a créé, donc, et on l'appelle ainsi, la coopérative de solidarité du Faubourg Soins et Sérénité? Pourquoi avoir créé une coopérative? C'est très simple, c'est qu'il nous fallait créer un organisme porteur pour développer le projet, pour réaliser mettre en place les équipements et ensuite pour l'opérer. Donc, on avait le choix un peu entre un OBNL, parce que la Fondation, elle, c'était pas dans son mandat de réaliser elle-même le projet. Donc, on avait donc le choix entre un OBNL ou une coopérative. Puis, les gens qui étaient nos partenaires de l'époque ont suggéré qu'une coopérative serait plus appropriée à nos besoins. Et c'est ce que le conseil d'administration a réalisé en fouillant un peu, là. Puis, donc, on a fondé une coopérative où il y a une quinzaine de membres de plusieurs provenances. Et ça fait, je crois, un organisme qui est réellement élargi. Donc, on a des membres d'un peu partout du Québec et du Haut-Richelieu, évidemment, la majorité, je dirais, mais c'est une coopérative que je trouve bien balancée et qui fonctionne très bien dans le moment. Donc, on est heureux de cette décision-là qui était un peu aussi, comment je dirais, suggérée par notre commanditaire principal dans le moment, qui est Desjardins. Bon, dites-moi, parlons du choix du terrain, parce que pendant un certain temps, moi, le premier, bon, on entendait beaucoup de rumeurs, mais on disait peut-être une certaine logique.
à ce que ce projet-là, ultimement, s'installe dans le secteur des Légendes à Saint-Luc ou bon. Et là, on comprend qu'il y a tout un enjeu politique à l'égard des terrains de golf. Bon, visiblement, vous avez décidé d'aller ailleurs, ce qui n'était peut-être pas une mauvaise idée. Donc, expliquez-nous un peu le cheminement que vous avez fait quant au choix du terrain qui, ultimement, semble être celui qui est situé à l'arrière d'Hydro-Québec dans Saint-Gérard. OK. Le choix du terrain s'est fait on avait quatre sites qu'on a analysés à un moment donné. C'est vrai qu'on voulait aller à Saint-Luc au tout début parce que les premières indications qu'on a eues de nos travaux, c'est que ça prenait une vingtaine d'hectares. Et ça prenait une vingtaine d'hectares pour créer le quartier. Et donc, 20 hectares, c'est pas facile à trouver dans le Vieux-Saint-Jean. Par contre, au fur et à mesure qu'on a développé, on s'est aperçu aussi que si on s'installait dans un environnement déjà construit, à côté d'un environnement construit, puis on aurait déjà une partie du faubourg. Donc, en allant sur le terrain de l'Hydro-Québec, on a 3 façades où il y a de l'habitation pas nécessairement très dense. Donc, c'est ce qu'on cherche, qu'il y ait des enfants. Puis, et donc, ça nous permet d'être capable de réaliser le projet sur un peu moins de superficie. Et donc, les 4 choix qu'on a faits, c'est celui-là qui a été le plus, qui s'est avéré le meilleur choix, parce que Saint-Luc, si on avait été à Saint-Luc, ça aurait pris beaucoup de temps pour que le terrain soit disponible pour la réglementation, tout ça, puis c'était assujetti à des décisions aussi de la périphérie. Donc, ça aurait pu prendre beaucoup de temps. Et finalement, on s'est aperçu on était capable de l'installer sur le terrain de l'Hydro en notant qu'on a accès à toute la superficie, même la superficie construite actuellement. Bon, mais ça, c'était un peu de mon autre question, parce que est-ce que vous allez occuper, dans le fond, l'entièreté du terrain vacant actuel? Est-ce que vous avez besoin de toute l'étendue au grand complet, là, ce qui est bordé là, des rues Godette et Arpin, entre autres? Oui. Actuellement, ce qu'on envisage, c'est de faire le projet en 2 phases. La phase 1, qui est sur le terrain vacant, dans lequel on va être capable de rentrer les 2 tiers de notre projet, incluant le centre communautaire. Et pendant ce temps-là, on souhaite que les ententes avec Hydro-Québec se finalisent et qu'ils déménagent et qu'on puisse, par la suite, construire la phase 2. Parce que ça c'est un point important, parce que moi-même qui est né dans le quartier Saint-Gérard, bon, quand on était jeune, on se disait, ben, le terrain appartient à Hydro-Québec. Hydro-Québec a toujours gardé ce terrain-là au cas qu'il en ait de besoin. Mais visiblement, Hydro n'en aura pas vraiment de besoin. Et plus que ça, même la partie construite, là, le bâtiment d'Hydro avec le stationnement là, qui est le long de Normandie, pas convaincu non plus qu'Hydro-Québec a tant besoin de ces installations-là à moyen-long terme. Là. Et je suis de cet avis-là aussi. Là, c'est qu'il ne semble pas être super utilisé, mais il demeure qu'ils ont quand même besoin encore de bureaux, je crois, à Saint-Jean. Donc, il faut, dans le processus, il faut, je crois, essayer de collaborer pour qu'ils puissent s'installer ailleurs et qu'ils puissent s'installer de façon correcte. Mais si c'est pas une question de bousculer Hydro-Québec ou bousculer qui que ce soit, c'est de faire les choses de façon raisonnable. Mais ce qu'on nous a dit à nous, c'est que l'Hydro-Québec était disposé à collaborer. Je parle de l'Hydro-Québec, la division là, de la disposition des biens, était disposé à considérer ce besoin-là. Donc, on peut commencer par le terrain vacant et qui sait, un jour, il pourrait y avoir du développement avec une autre phase. Mais dites-moi, le terrain actuellement, est-ce qu'il est toujours propriété d'Hydro-Québec? Est-ce que la Ville doit l'acheter? Bref, c'est quoi les prochaines étapes? La Ville est en processus d'acquisition. À quel niveau ils sont rendus, je ne peux pas dire de façon précise, mais la dernière fois qu'on a discuté avec les fonctionnaires, c'est qu'il semblait que les ententes étaient conclues et que les papiers étaient sur le point d'être disponibles pour les signatures. Maintenant, je ne peux pas en dire plus parce que on n'est pas parti
à la cession actuelle. C'est une cession entre Hydro-Québec et la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, là. OK. Et donc, nous, on vient après. Mais si tout va bien, on pourrait commencer les travaux au printemps prochain? Si tout va bien, on pourrait commencer le printemps prochain, oui. Si tout va bien, là. OK. Mais quand même, c'est quand même assez rapide, là, malgré tout. Là. Bien, c'est assez rapide. C'est qu'on a quand même... ça fait un gros 3 ans qu'on est là-dessus. Ouais. Et on a, depuis le début janvier de cette année, on a entrepris la mise à jour du plan d'affaires. Elle va se terminer dans 2 semaines à peu près, là. Donc, la mise à jour s'est faite avec la collaboration de plusieurs personnes, de beaucoup de monde, pour réellement asseoir les idées premières, puis les adapter à la situation. Et donc, on serait prêt si tout se règle comme on le souhaite. On serait prêt à procéder aux plans et devis dès le retour des grandes vacances. En fait, on pourrait même procéder avant, mais je veux dire, c'est déjà en cours une première phase de travail avec des architectes. On a travaillé avec des architectes sur le plan une dimension, là, pour pouvoir mesurer ou pour pouvoir voir de quelle façon on pouvait asseoir le projet sur le terrain. Et ça, c'est fait, c'est complété. Donc, s'il y a du déblocage, on pourrait commencer la suite des plans et devis, même dès cet été. Et ce qu'on souhaiterait, nous, c'est aller en appel d'offres en hiver. La première phase du quartier sécurisé va comporter la construction de 11 jumelés pour un total de 22 maisonnées de type familial. Ça ressemble à quoi comme type d'habitation? Ça ressemble à c'est des jumelés, là, donc c'est deux bâtiments de 7 chambres, donc une chambre double, qui est jumelée avec une autre, qui sont typiques, qui sont exactement de la même façon. C'est toutes des maisons typiques, mais elles sont tournées de façon différente. L'une peut être le miroir de l'autre, mais la base, c'est la même. Et le centre, ce qui rejoint les 2 maisonnées pour faire un jumelé, c'est les services techniques, c'est les services probablement de buanderie, de gérance des intrants puis des extrants, puis donc tout ce qui peut servir les 2 maisons, là. Et quelle sera l'utilité aussi de la construction du centre communautaire que vous voulez faire à côté des maisons? Le centre communautaire a un rôle crucial. Lui, là, c'est qu'il va être la porte d'entrée. Il va être la porte d'entrée du site, la porte d'entrée pour tout le grand public et tout ça. Et donc, et ça va être aussi comme une espèce de terminus, dans le sens que tout ce qui est véhicule, privés ou même des véhicules publics vont arrêter là. Donc, il y aura un stationnement très probablement souterrain pour les véhicules domestiques de promenade. Et les camions vont avoir une cour pour charger ou décharger, de sorte que en surface, au niveau de ce que les gens vont voir, ils vont voir strictement des maisons comme si c'était un quartier réellement résidentiel normal. Ouais. Et à l'intérieur du projet, ça va être des ruelles très étroites qui pourront accommoder les services d'urgence, mais pas plus. Toute la distribution à l'intérieur se fera par des véhicules légers, très probablement électriques. Bon, dites-moi, quand on parle de quartier sécurisé, est-ce que ça veut dire ultimement que le quartier est ceinturé d'une clôture? Est-ce qu'il y a une guérite à l'entrée avec un gardien? Bref, en quoi le quartier est-il sécurisé? Il va être sur 3 côtés. Il va y avoir des maisons. Sur le côté nord, il y a déjà des maisons construites. Et sur la rue Arpin et Normandie, on va construire des maisons standards pour accommoder soit les aidants ou soit des gens qui veulent venir s'installer à côté d'un proche ou d'un conjoint ou d'un proche parent. Donc, il va y avoir 3 côtés où il va y avoir des maisons privées là autour,
pour ceinturer. Il y aura aussi il y a 3 entrées sur le terrain. Une entrée qui donne sur le centre communautaire avec un gardien physique 24 heures par jour. Les 2 autres entrées seront mécaniques, donc les autos ne pourront pas rentrer, les autos à moins que le gardien l'autorise. Et les piétons, il y aura des mesures de sécurité qui feront en sorte que si un résident sort, on va savoir c'est qui, puis on pourra l'intercepter. Quand vous dites qu'il y aura des commerces de proximité pour les résidents, de quel type de commerce on parle? Et est-ce que les commerces seront dans le site même du site en question? Oui, ils vont très probablement être à l'intérieur du centre communautaire. Il va y avoir définitivement de la restauration, il va y avoir une épicerie, il va y avoir une clinique. C'est ce genre de service-là, probablement un peu de pharmacie, mais il peut y avoir possiblement un café aussi pour que les gens puissent y aller et bavarder avec les résidents pour qu'il y ait une vie normale qui s'installe. Et là, ultimement, si on finit par développer... Je m'excuse, sur le façade de rue, on ne les verra très probablement pas les commerces. Bon, et là, une fois si on arrive à faire la deuxième phase, donc au total, on parle de 38 maisonnées pour un total de 300 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est si on réussit à faire la phase 2, donc en collaborant avec Hydro-Québec pour le restant du site. Oui, c'est exact. Donc, c'est vraiment ça. Et ça, dans le fond, la phase 2, elle pourrait se faire quoi dans les années à venir? Bien, il faut qu'elle soit faite, grosso modo, il faudrait qu'elle soit faite dans les 2 ans suivants, dans les 2 années suivantes. Ah, ouais. Il ne faut pas que ça traîne, parce que sinon tout le projet est construit sur une masse critique de 300 résidents. Donc, pour être fonctionnel, pour être rentable, il faut que la seule, comment je dirais, réserve qu'il y aurait, c'est qu'il y a possiblement une maisonnée qui pourrait être réservée comme maison de répit. Oui. Parce que le ministère souhaiterait qu'il y ait une maison de répit dans le Haut-Richelieu. Bon. En terminant, basé sur l'expérience des Pays-Bas, parce que là, on a parlé beaucoup du terrain, la coopérative, le fonctionnement. Ultimement, c'est quoi le bienfait pour les personnes atteintes d'Alzheimer que de vivre dans un quartier sécurisé? Basé sur l'expérience des Pays-Bas, qu'est-ce que ça nous dit comme bienfait pour ces personnes-là? Je dirais que moi je ne peux pas parler, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas parler nécessairement les bienfaits médicaux. Ce que je peux vous dire, c'est que la volonté de notre présidente, Dr Ménard, c'est de baisser la médicamentation. Ouais. C'est de réduire les médicaments, l'utilisation des médicaments, d'occuper les résidents pour qu'ils se reposent la nuit au lieu de circuler la nuit. Et de faire en sorte que tous les services soient, je dirais, culturellement développés en fonction du bien-être des résidents. C'est-à-dire que tout ce qui... Et c'est aussi l'essentiel de la nouvelle politique du gouvernement du Québec sur la façon d'offrir les services. C'est réellement de centrer, ou de tout centrer sur le bien-être du résident. Le bien-être, puis la dignité du résident. Donc, il faut qu'il soit confortable, il faut que ce soit des services humains, et il faut que ce soit des services respectueux. Et si vous lisez la nouvelle politique du gouvernement du Québec, c'est exactement ça. Ils l'ont développé, sorti récemment, au mois d'avril, puis c'est ça qu'ils veulent actuellement. Et c'est la résultante aussi des expériences des 15 derniers mois, qui se reflètent dans la nouvelle politique. Mais on est là-dedans, on est réellement cadré sur ça. Édouard Bonaldo, merci beaucoup en souhaitant que ce projet-là fasse des petits dans l'avenir aussi ailleurs, au Québec et en Amérique du Nord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, directement de ces quartiers de Saint-Hilaire, de retour au pays. Un bon ami à toi. Éric Gélina qui est avec nous, de retour de la Suède. Voilà. Ne manquez pas ça. Plein de belles choses à raconter. Ah oui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. La prochaine collecte de sang sur le territoire, c'est à l'Aréna Marcel Larocque dans le secteur Iberville, lundi 7, mardi 8 juin, 13h à 20h. C'est en collaboration avec Boom et Emma Québec. Et évidemment, ça se fait sur rendez-vous depuis le début de la pandémie. Allez sur le site Internet de Emma Québec pour vous inscrire. À demain. Bye-bye.